Dans l'actualité de ce lundi, reprise du dialogue politique ce 27 septembre, opposition et majorité se sont réunis au palais de Kosiam et ont entamé encore une fois les dossiers laissés en état. Ils ont parlé de sécurité, de réconciliation nationale et d'organisation d'élections à venir. Tous les détails dans un instant. Fraude sur le carburant après plusieurs alertes données par l'économiste du Faso. L'autorité de contrôle d'État et de lutte contre la corruption et le procureur du Faso ont pris la chose à bras-le-corps en investissant les zones à fort trafic. Résultat, plusieurs centaines de litres de carburant saisis et 72 personnes interpellées. Et puis, voyage dans ce journal en pays turca pour visiter la grotte sacrée de Malon. Ce mythique trésor culturel du peuple turca situé dans le village de Malon à une vingtaine de kilomètres de la ville de Banfora, un site touristique qui menace de se fondre si rien n'est fait. Les autorités qui menacent de se fondrer si rien n'est fait, les autorités sont interpellées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Elle avait suspendu sa participation au processus depuis le 19 juin dernier. L'opposition est de retour autour de la table de discussion. Le dialogue politique a donc repris ce 27 septembre. Les représentants de la majorité et de l'opposition politique se sont réunis ce lundi au palais de Kosiam au cœur des débats, les grands enjeux du moment, la sécurité, la réconciliation nationale et l'organisation des prochaines échéances électorales. Toutes les précisions, Maxime Boudot avec Mamounata Kaboré. Après 3 mois de suspension, le dialogue politique burkinabé reprend ce 27 septembre à Kosiam. L'opposition qui avait claqué la porte le 19 juin dernier demandant la démission des ministres de la Défense et de la Sécurité d'alors a finalement eu gain de cause. Les conditions étant respectées, Edi Komoego et ses camarades sont à nouveau sur la table des négociations. À l'ordre du jour, les questions sécuritaires et celles de la réconciliation nationale. Après une suspension, nous avons demandé, les conditions que nous avons demandées ont été respectées. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité seront tous là ce matin pour qu'on en discute d'abord sur la sécurité et ensuite on reviendra sur la réconciliation nationale avant d'avancer sur les autres dossiers. Si elle a accepté de reprendre le chemin du dialogue, c'est qu'elle a trouvé des réponses et a donc réévalué sa première position, ce qui lui permet donc d'être à nouveau à l'aise pour prendre part aux discussions. Mais cette reprise n'aura été que d'une courte durée. Aussitôt les travaux ouverts, le chef de file de l'opposition politique, Edi Komoego, demande une suspension des échanges. La raison, permettre au CEFOP de statuer sur la coprésidence de Vincent Dabilgou de l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP, remplaçant Simon Compaoré qui vient de quitter la tête du MPP. Après une quinzaine de minutes, les concertations entre opposition et majorité vont reprendre. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et donc je voudrais, au nom de la majorité, en tout cas saluer cette volonté affichée de l'opposition de revenir à la table du dialogue. Et nous avons des points essentiels pour continuer à construire notre pays et continuer à construire notre démocratie. Et je pense que nous allons aboutir, à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. Les deux partis vont également plancher sur la relecture du code électoral afin d'adopter de manière consensuelle un certain nombre de dispositions régissant le déroulement des élections municipales et régionales de mai 2022. Les conclusions de cette rencontre sont attendues au soir de ce 28 septembre. Son absence à ce dialogue politique était assez visible, mais aussi prévisible. Et pour cause, Simon Compaoré n'est plus le chef de la majorité depuis hier. Le désormais ex-président du MPP a en effet passé le flambeau au terme de 72 heures d'un congrès extraordinaire qui a porté à la tête du mouvement du peuple pour le progrès Alassane Balassane Kandé. L'actuel président de l'Assemblée nationale le sait, la tâche ne sera pas du tout repos dans un parti souvent traversé par des bisbilles. Et bien pour ses premiers mots, il a prôné le rassemblement et le pardon. Ambiance, image, hier au Palais des Sports de Ouagadougou,
Benjamin Kwame. Une passation du flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle génération, ou encore à la classe jeune. Simon Compaoré cède sa place de président du MPP à Alassane Bala Sakandé. Listé à plus de 1300 membres, c'est finalement 95 membres qui constituent le bureau exécutif national du MPP. C'est donc cette équipe qui va travailler à conduire régulièrement les activités du mouvement du peuple pour le progrès. Simon Compaoré, le président sortant au terme de sa mission, marquant également 46 ans de vie politique, ne regrette en rien d'avoir défendu ses convictions politiques. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé mes convictions politiques. À présent, le repos, l'honneur et la gloire, je les partage avec vous tous, compagnons de lutte à divers niveaux. Simon Compaoré se retire, mais porte tout de même la casquette de président d'honneur. Il y a les municipales à venir et surtout la présidentielle. Comme un ancien qui veut prévenir les discordes et les mésententes au sein du parti, Simon Compaoré encourage et interpelle la nouvelle équipe à savoir raison garder quand adviendra la tempête. Unité dans l'action. Le courage de ne pas laisser aux seules mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Sachons nous contredire sans nous déchirer. Vous ferez toujours table rase des petites querelles de clocher et des critiques viles pour n'aller qu'à l'essentiel. C'est pourquoi une lutte vaut toujours la peine d'être menée. La lutte de Bala Sakandé, lui qui est pressenti pour être le représentant du MPP dans moins de 4 ans à la présidentielle, s'annonce âpre et rude, mais comme un homme politique sûr de ses convictions, il souhaite déjà que la nouvelle équipe dirigeante bannisse les esprits claniques. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect. Le respect, il le doit également à Simon Compaoré. C'est pourquoi il annonce qu'il sera toujours à ses pieds pour les conseils. D'ailleurs, Bala Sakandé le dit clairement, il n'échouera pas dans cette nouvelle mission tant qu'il sera auprès de celui qu'il appelle doyen. Ce dont je suis convaincu, ça je peux le dire, que je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer parce que j'ai hérité le parti d'un doyen. Avec l'accompagnement des Burkinabés, je suis convaincu que nous allons réussir. Ce deuxième congrès extraordinaire a été l'occasion pour les congressistes de faire des recommandations au gouvernement pour relever les défis sécuritaires, sanitaires et ramener la cohésion sociale au Burkina Faso. Dans un tout autre registre, Ouagadougou, capitale africaine de la sécurité aéroportuaire pendant 15 jours à compter de ce 27 septembre. Depuis ce lundi, des experts en la matière de plusieurs pays africains sont réunis dans la capitale burkinabé pour un renforcement de leurs capacités, une formation initiée par l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Plus de précisions, Justin Amonto. L'aviation est un secteur dont le rythme d'évolution des normes et procédures sont en perpétuelle actualisation. Ce 27 septembre, les acteurs du monde aéronautique sont en formation ici à Ouagadougou. Une formation organisée par l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest, UGACO. Objectif, s'imprégner de l'outil étude
de sécurité. Tout ça, ça concourt à l'amélioration de la sécurité au niveau de nos plateformes aéroportières. Alors, qui dit amélioration de la sécurité, en quelque sorte, c'est aussi un renforcement des capacités des différents acteurs, comme cette formation va procurer des outils nouveaux aux différents intervenants au niveau de la plateforme aéroportière. Ces acteurs ici rassemblés sont issus de 13 structures aéronautiques. Originaires de 7 pays que sont le Cameroun, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Au cours de cet atelier de 2 semaines, il sera question de renforcement de capacité des participants sur comment assurer efficacement la sécurité dans les plateformes aéroportuaires. Chaque aéroport est particulier. Il y a de gros, il y a de moyens, de petits aéroports. Donc, comment est-ce que dans cet environnement-là, ils pourront donc utiliser cet outil donc, pour planifier l'avènement aussi bien des aéronefs des nouveaux aéronefs qui vont arriver au niveau de l'exploitation des plateformes. Après cette session de formation ici à Ouagadougou, UGACO prévoit d'autres sessions de formation à Niamey, au Niger, en novembre, et dans le mois de décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et de l'aviation, on passe au transport terrestre avec ce Top Management 2021 de la Sotraco, un exercice qui a réuni plusieurs cadres de la Société des transports en commun de Ouagadougou autour des nouveaux défis à relever par l'entreprise, surtout dans un contexte de rentrée scolaire imminente. Plus de précisions, Benjamin Kwame. C'est dans un esprit de partage et de concertation que Pascal Tenkodogo, le directeur général de la Société de transport en commun, et ses collaborateurs tiennent cette retraite stratégique à Koudougou. Ici, l'ensemble du personnel parle de collaboration. Collaboration pour améliorer constamment et fournir à la clientèle des réseaux de bus performants et permettre en même temps à la société de connaître un essor considérable. Mais ce qui urge déjà, c'est la rentrée académique qui s'annonce et la convention de la restructuration de la société qui a été signée récemment. Et presque dans toutes les villes, les effectifs sont doublés. Donc, par conséquent, l'offre de transport doit être beaucoup plus rigoureuse et faire en sorte effectivement que tout ce que nous allons mener comme prestation puisse répondre aux besoins effectivement des usagers. Le 9 septembre passé, le gouvernement du Burkina a signé 2 conventions dans le cadre de la restructuration de la Sotraco et du renforcement de sa capacité opérationnelle. Donc il était de bon ton que nous puissions aussi partager toutes ces informations avec les collègues, faire en sorte effectivement que toute personne, tout cadre de la société puisse en tout cas être le relais auprès de la population pour partager ces informations. C'était aussi l'occasion pour les cadres de la Sotraco d'évaluer les plans stratégiques de développement 2016-2020, évaluer les orientations à eux à signer, mais également aborder le projet de mobilité du Grand Ouaga. La question de restructuration fait appel à la question du changement. Et la restructuration est un changement majeur dans une entreprise. Et pour cela, il faut donc apprécier ce qu'il faut, savoir identifier les différents éléments qu'il faut pour s'assurer la réussite de ce changement-là. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec les différents directeurs. Alors, dans ce processus de changement, il faut arriver à faire du corps social un acteur clé pour réussir ce changement. Le message, c'est un seul message. Vous savez, les gens attendent, il faut pouvoir rassurer la population que le transport en commun va se développer et nous sommes dans une dynamique en tout cas de concurrencer d'autres réseaux de bus dans d'autres pays. Et pour atteindre cette ambition, la Sotraco marche avec cette vision. S'ériger en principal mode de transport urbain et interurbain au Burkina Faso, garantissant aux populations un service accessible, régulier, ponctuel, sécurisé, de qualité et durable. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine et comme tout le lundi, place maintenant à notre chronique éco. Notre confrère de l'économiste l'hebdomadaire du Faso a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises sur le phénomène de la fraude sur le carburant et ses multiples ramifications et conséquences fâcheuses.
Eh bien, ces alertes ont fait réagir l'ASELC et le procureur du Faso qui ont mis leur service en branle. Résultat, plusieurs centaines de litres de carburant saisis, 72 contrebandiers présumés ont été arrêtés. Question, comment cette opération a-t-elle été menée et surtout, quelles sont les mesures à prendre pour mettre fin à ce trafic qui coûte au Burkina Faso très cher en vue humaine et en flux financier? Élément de réponse, Benjamin Kwame. C'était du 17 au 20 septembre 2021. 4 jours durant, le ministère de la Sécurité, le tribunal de grande instance de Ouaga 1 et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption lançaient une vaste opération pour interpeller les personnes impliquées dans les cas de fraude de carburant. Bien avant, l'économiste du Faso avait produit 2 articles pour retracer le circuit de ces contrebandiers dans l'est du Burkina Faso. Du carburant frauduleux qui était destiné aussi aux bandes armées. La traque aux fraudeurs a permis de mettre la main sur 72 personnes sur toute l'étendue du territoire pour contrebande, blanchiment de capitaux et corruption. Il y a eu des arrestations la semaine dernière et je pense qu'il y en aura encore parce que ce sont des enquêtes qui sont en cours, c'est des interpellations, donc les dossiers vont être instruits et éventuellement on va, j'allais dire, inculper certaines personnes pour les faits qui leur sont reprochés. L'interpellation, oui, mais il y a aussi la fermeture de certaines stations d'essence et de dépôts. Le procureur du Faso, Aruna Yoda, retrace même l'itinéraire de ces contrebandiers. Nagréongo, Zorgo, Koupela, Koualou, frontière du Bénin, ou encore Dakola, frontière du Ghana. Au premier semestre de 2021, c'est plus d'1 200 000 litres d'essence frauduleux qui ont été saisis par la douane burkinabé. Financièrement, c'est plus de 460 millions de francs CFA qu'a perdu également la douane. Ça, c'est des pertes. Hein? Ça, c'est des pertes nettes. Hein? Ça veut dire que c'est rentré par la fraude. Donc, ils n'ont pas acquitté ce qu'ils devaient payer. À supposer que si chaque litre, 200 ou 100 francs devait revenir à l'État ou multiplier par 1 million, ça fait combien? Ça fait de l'argent qui aurait pu aller directement dans les caisses de l'État. Le problème de la fraude, c'est que c'est des gens qui sont dans l'illégalité, alors qu'il y a des entreprises qui sont dans le même secteur, qui paient des taxes, qui ont des emplois avec des salaires qu'ils doivent donner, qui n'arrivent plus à faire du chiffre d'affaires et qui, probablement, si la situation empirait, allaient mettre la clé sous le paillasson. L'autre conséquence avec la fermeture de ces stations d'essence, ce sont les pertes d'emplois. La fraude ralentit également la réalisation des infrastructures de stockage au niveau des autres régions et touche la croissance des entreprises formelles du secteur des hydrocarbures. Même si depuis ces arrestations, les propriétaires des stations exerçant dans le formel se frottent les mains, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, mais durcir les actions de lutte contre ces opérations frauduleuses. Il manque à gagner, vous voyez, ces carburants qui rentrent, il faut encore vérifier la qualité. L'impact sur le moteur des engins à 2 roues, donc ça va nous coûter encore plus cher. Il appartient à tout le monde en fait de lutter contre la fraude. Parce que s'il n'y a pas de fraude, on protège les emplois, on protège les entreprises. Est-ce que vous voyez? Donc souvent, les gens ont tendance à dire non, les gens se débrouillent. Attention, il y a débrouiller. Il faut se débrouiller dans les règles qui sont, j'allais dire, édictées. En ce moment, on sait qu'un franc qui sort, on sait où ça va et ça profite directement à celui qui investit. Il faut savoir également que ces personnes interpellées, si elles sont reconnues coupables, encourent de lourdes sanctions. Pour l'année 2020, par exemple, les coupables ont été condamnés à verser la somme de 255 millions de francs CFA. Des sanctions jugées inefficaces selon la Direction générale de la douane. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers la suite de cette enquête. C'est un objectif ambitieux affiché par le gouvernement quand on connaît le contexte climatique ambiant. Produire 1 million de tonnes de riz par an. Mais qu'en est-il de la campagne 2021? Pour le constater, les services du ministère en charge de l'agriculture se sont rendus dans des champs, dans les régions du centre-ouest, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Moule. On parle des perspectives
assez optimiste. Le reportage de Alexis Belem-Naba. Le bas-fond risicole de Konkolikoro, dans le Kénédougou, région des Hauts-Bassins, c'est un site de production risicole de 600 hectares exploité par le groupement de Konkolikoro. Sur ces 600 hectares, 341 hectares sont emblavés et 259 hectares aménagés dans le cadre de l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz par an. Dans ce bas-fond, environ 700 personnes travaillent, dont 256 femmes. 2 variétés sont produites, notamment le TS2 et le Orilix. Une production dite avantageuse selon les producteurs. Si tu veux 100 000, 200 000 là, grâce au riz là, on peut te prêter. Il n'y a pas même de perte dans ça. C'est grâce au riz que nous on a eu tous ces avantages-là. L'année passée, on a pu vendre 829 tonnes de riz. Donc, et cette année, nous comptons plus de 5000 tonnes même, cette année. Si ça pleut bien, donc vraiment aujourd'hui là, ce qu'il nous attend là, c'est la pluie. On n'a pas de pluie, vous voyez la terre est sec. Donc vraiment, c'est la pluie que nous avons besoin. Si on a eu du bon pluie, vraiment, on va vouloir jusqu'à 5000 tonnes et quelques. Dans cette région, les objectifs de production pour cette campagne se chiffrent à 200 000 tonnes, soit 1/5 de la production nationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, elle a bénéficié de plusieurs appuis, notamment en intrants agricoles et formation. Le directeur régional de l'agriculture des Hauts-Bassins se dit confiant de cet engagement. À l'heure actuelle, on vous dirait simplement que nous sommes sur la bonne marche pour l'atteinte des objectifs. Vous verrez qu'au début, pour l'atteinte, nous avons essayé de recenser les producteurs qui ne sont pas dans les bas-fonds et qui veulent les appuis en labour. Nous étions à près de 6 000 hectares dont les producteurs en ont besoin, individuels seulement dans leur champ où il y a un petit bas-fond, où il y a une superficie où on peut faire le riz. Donc tous ces agents des producteurs ont été d'une manière ou d'une autre accompagnés par la direction en charge de l'agriculture sous le leadership du ministre en charge de l'agriculture. Pour le secrétaire technique national, l'objectif de cette initiative, produire 1 million de tonnes de riz par an, est déjà atteint. Et en réalité, on a déjà atteint l'objectif. Les premiers objectifs en fait de cette initiative-là, c'était d'abord de prendre conscience, de faire une certaine sensibilisation pour que les gens puissent arriver à croire et à comprendre que nous avons ce potentiel-là qui existe au niveau du pays. Parce que nous avons 1 million de tonnes de riz pratiquement en 2021, mais nous serons à 3 millions de tonnes de riz en 2030. Et on est arrivé à travailler, à valoriser ce riz national-là et à en faire d'autres types de mets locaux qui sont rentrés actuellement dans les habitudes alimentaires des producteurs et des consommateurs burkinabés. Et les objectifs pour moi, en termes quantitatifs, en tout cas, nous sommes pratiquement, on est pratiquement déjà avec du Koudougou qu'on a pu voir hier et des Dougou ici. Nous avons vraiment bon espoir que les résultats seront atteints et même dépassés. 3 régions sont visitées. Il s'agit des régions de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et la région du Centre-Ouest. Dans ces régions, les différents coopératifs et groupements de production de riz ont des contrats avec les unités de transformation, question de faciliter l'écoulement de leur production. Comme difficulté rencontrée par ces producteurs, le manque de certains outils de récolte et de post-récolte. Mais des dispositions sont prises par le gouvernement afin de résoudre ces difficultés pour une plus-value des rendements. Et on reste dans le secteur agricole pour parler cette fois-ci de manioc. Le manioc a l'honneur à Bitou dans la région du centre-est du 24 au 26 septembre dernier. C'était à l'occasion du Festubit, le festival des tubercules de Bitou, un événement qui vise à promouvoir la filière manioc et partant la valorisation et la commercialisation des produits agricoles du pays. Abdou Aziz Saré. Au festival des tubercules de Bitou, le manioc est à l'honneur. Jadis considéré comme une culture vivrière secondaire, le manioc est devenu aujourd'hui une culture de rente au Burkina Faso et à Bitou en particulier. La commune compte environ 200 hectares de manioc, plus de 500 producteurs, avec 100 femmes qui vivent de la transformation des tubercules. Mais en dépit de sa contribution à la lutte contre la pauvreté, la filière reste encore peu valorisée. Et c'est ce défi que le Festubit tente ici de relever. Nous avons constaté que ici, ils produisaient beaucoup plus le manioc. Et
pour amener en tout cas les populations à consommer cette denrée, nous avons dit, bon, pourquoi ne pas initier une foire, une journée promotionnelle pour amener les gens à savoir que, en tout cas, le manioc est beaucoup produit ici. Et cela même va amener la population à, en tout cas, avoir plus de... En tout cas, réduire peut-être, comment on peut appeler, un certain nombre de difficultés alimentaires. Troisième tubercule du pays, la plus consommée après l'igname et la patate, le manioc tend à occuper une place importante dans les habitudes alimentaires. Le niveau de consommation annuel, qui était de 0,4 kg de tubercules par personne en 2009, est passé à 6,2 kg de tubercules par personne en 2017. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture, présent à ce festival, exhorte les producteurs à s'inscrire dans une dynamique d'intensification de la production. Des efforts sont déjà faits au niveau de la production, mais il est certain que la région peut améliorer sa production en s'intégrant dans une dynamique d'intensification de la production, aussi bien du respect des normes de qualité en vue de créer plus de valeur ajoutée. Alors, j'exhorte chaque acteur à mieux s'organiser à l'interne et à collaborer avec les autres maillons afin que la filière soit bien structurée et plus profitable à tous. La particularité de cette journée promotionnelle de tubercules, c'est qu'elle concilie à la fois l'agriculture et la culture. C'est un festival qui concilie les deux, à savoir produire et transformer. Et dans la transformation, cet aspect touche à l'art culinaire notamment. Et ensuite, bien d'autres activités connexes, à savoir la mode et l'art vestimentaire. Donc un tel festival se doit d'être supporté par le ministère de la Culture parce qu'il promeut l'art culinaire et l'art vestimentaire. Valorisation et promotion du manioc et des produits agro-silvopastoraux dans la région du Centre-Est, sécurité alimentaire et activités culturelles. C'est sous ce thème que se tient le Festival des tubercules de Bitou, qui est à sa 4e édition. Il a été possible grâce au soutien de SOS Fin, Enabel et Afrique Verte Burkina. Changement total de cap de l'agriculture, nous passons à l'innovation digitale avec ce hackathon sous forme de concours dont la première édition dénommée Smart City Challenge a abordé sa phase de lancement. Justin Monteau nous en dit plus. Accompagner les meilleurs projets digitaux afin de trouver des solutions digitales innovantes aux défis des villes actuelles et futures burkinabais. C'est l'objectif de cette première édition de Smart City Challenge, prévue pour le 21 au 23 octobre prochain. Une compétition initiée par l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, ISGE-BF, en collaboration avec le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation technologique, Syntec. La Smart City, encore appelée ville connectée ou cyberville ou ville intelligente, est une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer les qualités des services urbains. L'initiative est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. C'est un projet qui a essayé d'imaginer une transformation digitale inclusive. Et dans ce projet, on a plusieurs composantes. Et une des composantes, c'est vraiment disponibiliser des compétences à même d'accompagner le Burkina Faso dans sa transformation digitale. Télécommunications, énergie, transport, éducation et santé sont entre autres les secteurs qui nécessitent des innovations. Et ce hackathon va permettre aux jeunes burkinabés, filles ou garçons, d'innover pour le développement digital du Burkina. On a des jeunes filles qui aujourd'hui, pour peu qu'on les donne l'espace de créativité, elles seront à même effectivement de participer. C'est vraiment mettre en compétition les jeunes, les inciter à développer donc leur génie créateur et faire en sorte que à l'issue donc de cet hackathon, nous puissions avoir donc des start-up, donc des promoteurs, des entrepreneurs innovants qui vont changer donc la vie de nos concitoyens. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 30 septembre.
À terme, les 10 meilleures solutions de la compétition vont bénéficier de l'accompagnement au sein de l'incubateur Syntec de l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso. Venons-en maintenant à cette découverte pour ceux qui ne la connaissent pas de cette vestige située en pays turca. Nous sommes dans les Cascades, commune rurale de Wolokonto, où réside tant bien que mal, au temps et aux assauts des intempéries, la grotte de Malon. Un site touristique qui menace toutefois de s'écrouler si rien n'est fait. Les habitants du village appellent à l'aide pour ne pas voir tout un pan de leur histoire disparaître. Une histoire que je vous invite à découvrir dans ce voyage au cœur des méandres de la grotte de Malon. C'est un document signé Cédric Mabio. Bienvenue à Malon. Dans ce village situé à 10 km de la commune rurale de Wolokonto, dans la région des Cascades, des richesses culturelles totalement encore inexploitées font la fierté du peuple turca, une ethnie de la région. Parmi ces trésors culturels, la grotte de Malon. Avec la permission du chef du village, nous sommes autorisés à entrer dans cette grotte avec une caméra. À 5 km du village, c'est au-dessus de cette falaise que se trouve la grotte de Malon. À cette altitude, le paysage est insaisissable. Ce baobab sacré est l'un des repères de cette grotte. À l'intérieur, nos guides nous apprennent la présence de 2 locataires mythiques, les chauves-souris et les pitons, qui sont selon eux inoffensifs. Pour cette visite, seuls les chauves-souris vont nous accueillir. Lorsque nous parcourons la grotte, c'est un très beau spectacle avec des lieux compartimentés qui, selon les récits des guides, étaient des chambres et des lieux de conservation de nourriture que nous pouvons observer. C'était un lieu où on faisait l'extraction du minerai de fer et par la suite ça a été un lieu de refuge, un lieu de repli tactique des Turcs au temps reculé. Et nous sommes là pour mettre à nu les valeurs culturelles turques. Et de ce fait, nous avons même programmé des journées culturelles et nous demandons aux bonnes volontés de venir découvrir le pays turc, venir à Malon découvrir les réalités de ce qui s'est passé autrefois. Malheureusement, cette grotte s'effondre, engloutissant avec elle une partie de l'histoire du peuple turc, d'où l'appel des fils du village. En tout cas, vu que le site est en train de s'effondrer, si on pouvait avoir des aides pour réaménager encore plus. Voilà. L'accessibilité aussi, là-bas aussi n'est pas aussi accessible. Maintenant, vous regardez aussi, on a des arts cassés. Donc, ce que nous souhaitons, peut-être si les archéologues pouvaient nous aider à pouvoir déterminer l'âge de cette grotte, ça serait vraiment intéressant. Parce qu'à partir des arts cassés, à partir aussi des éléments ici, on peut arriver à déterminer l'âge. Et si on arrive à déterminer l'âge, ça peut vraiment arriver à valoriser plus. On va nous tenir vraiment à remercier BF. Comme vous venez de le voir dans ce reportage, la région des Cascades regorge de beaucoup de potentialités en termes de sites touristiques. Il est donc important que tous les fils et filles de la région, au-delà du Burkina Faso et même de la diaspora, se mobilisent pour sauver ces vestiges riches du Burkina Faso. On espère que l'appel des habitants de Malon a été entendu. Moi, je vous dis au revoir et bonsoir. Merci encore une fois d'avoir suivi ce journal.